Bonsoir, bienvenue à tous. Je suis Alexia Munoz. Je suis chargée de communication et de développement au Centre ludique de Boulogne-Billancourt. Ce soir, nous vous accueillons donc dans ce théâtre du Palais des Congrès pour une table ronde qui est en même temps en Facebook Live sur la page du festival, donc ce qui permettra aussi aux gens qui le souhaitent, qui nous suivent sur Facebook, de pouvoir poser leurs questions et mettre leurs commentaires auxquels on pourra répondre pendant la rencontre. Donc ce soir, nous sommes là pour cette rencontre autour de la thématique un jeu pour tous, tous pour le jeu, qui pourrait être... donc on pourrait en dire et se vraiment poser la question, sommes-nous tous potentiellement joueurs? Donc ce soir, j'ai avec moi 3 intervenants que je vais laisser se présenter tout seuls, les uns après les autres, et après on rentrera plus dans le vif du sujet. Oui, bonsoir. Donc Vincent Berry, je vais être dans les émissions de télé, il y a toujours un type qui vient de chez Ipsos et qui donne des chiffres en fait. Donc je serai ce gars-là, je serai le Jérôme Fourquet du jeu. Donc je suis sociologue, je travaille à l'université Sorbonne Paris-Nord, qui s'appelait avant Paris 13, et je travaille dans un laboratoire, dans un département en sciences de l'éducation, et qui a comme singularité de travailler sur le jeu. Donc c'est un labo qui a une 40aine d'années et qui fait des enquêtes. Alors pour ma part, je fais beaucoup d'enquêtes statistiques sur les loisirs en général. Et puis je travaille plus particulièrement sur les pratiques de jeu. J'ai beaucoup travaillé sur les pratiques de jeux vidéo et plus récemment, mes dernières recherches portent justement sur la pratique du jeu de société en France. Bonjour à tous, je suis Sarah, je suis responsable de marque pour le studio Access Plus, qui est un studio qui appartient au groupe Asmodée, et nous faisons des jeux accessibles et inclusifs pour les personnes qui ont des troubles cognitifs. Bonsoir, Antonin Marchal, je suis responsable d'un réseau d'une vingtaine de boutiques ludiques. Merci pour votre présentation. Donc on va commencer en fait d'abord par cette première partie de cette table ronde. On va parler donc de la sociologie des joueurs et on va aborder donc l'évolution depuis les 20 dernières années. Je pense que tu vas pouvoir nous en parler en tout premier lieu, Vincent, puisque c'est clairement ton domaine de prédilection. Celui-là, je pense celui-là. Ça marche. Ouais, celui-ci. Donc vous pouvez sortir vos carnets, je vais présenter des statistiques. Non. Alors la question, elle est centrale et je peux vous dire, en fait, on n'en sait rien. Non, en vrai, on sait. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile d'essayer de mesurer l'évolution des pratiques de jeu, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'indicateurs en réalité. Au-delà de 60 ans. C'est-à-dire qu'on a des statistiques de l'INSEE, on a des enquêtes sur les loisirs, les pratiques culturelles à partir des années 60, grosso modo. Et donc ce qui se passe avant, on ne sait pas trop. On le sait par des témoignages, on le sait, mais on n'a pas d'indicateurs très fiables pour savoir si les pratiques sont en développement ou pas, ou qu'est-ce qui a changé dans la culture ludique des Français. Donc on arrive sur les 60 dernières années, on y arrive, mais c'est compliqué. Alors c'est compliqué aussi parce que d'une manière générale, les sciences sociales s'intéressent peu au jeu. C'est un truc, c'est-à-dire que les pratiques de lecture, la consommation de télévision, la consommation de cinéma, là on a vraiment beaucoup de choses. Et le jeu, à part peut-être le laboratoire où je suis et puis d'autres chercheurs en France, on n'a pas beaucoup de travaux. La dernière précaution, avant de répondre, je ne vais quand même pas faire genre j'esquive la question. La dernière précaution, c'est que la notion de jeu, c'est une notion très fragile en réalité. C'est-à-dire que ce qui peut être considéré comme du jeu à certaines époques ne l'est pas, ou inversement devient du jeu, etc. Et donc, la notion même de jeu, elle évolue dans le temps. Jacques Henriot, un philosophe, a bien montré ça. C'est-à-dire que le jeu, c'est d'abord une idée, c'est une représentation qu'on a d'une activité. Donc, il y a des choses qui ont pu être qualifiées de jeu, puis qui l'ont plus été ensuite, ou qui le redeviennent. Voilà. Et parfois, c'est le problème des historiens, c'est-à-dire que quand ils trouvent, ou des archéologues, quand ils trouvent des trucs qui ressemblent à des jeux, ils n'ont aucune idée si à cette époque-là, les gens jouaient avec ça, ou s'ils faisaient la divination, ou s'ils jouaient à la divination, etc.
Donc toutes ces précautions pour dire qu'on arrive quand même à voir un peu ce qui s'est passé sur les 60 dernières années. Et grosso modo, la réponse, elle est que oui, il y a une inflation de jeux et de pratiques de jeu qu'on peut observer, avec un point vraiment de rupture dans les années 80. C'est-à-dire que le milieu des années 80, c'est un point de bascule où on voit plein de choses en fait se produire. Donc c'est l'apparition du jeu de société moderne, dit moderne, hein, le jeu de rôle, etc. Et puis c'est aussi, ce qui est compliqué alors, dans le jeu, c'est qu'il y a une explosion, c'est-à-dire qu'il y a le jeu vidéo qui va apparaître dans les années 80 et qui va rafler la mise en fait. Ça va devenir la première pratique ludique en France, loin devant le jeu de société. Donc je disais le nouveau jeu de société moderne. Aussi dans le secteur des enfants en fait, les milieux des années 80, il y a une inflation de jeux pour enfants. Et puis qui se transforme aussi, c'est-à-dire que le jeu de société jusque dans les années 80 avait une visée très éducative, on va dire. Donc on faisait des jeux avec une visée un peu morale, etc. Et à partir des années 80, on voit se développer beaucoup de jeux pour le divertissement, pour le fun. Et donc voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe à partir des années 80, et on voit que ça n'a pas été qu'un effet de génération. C'est-à-dire qu'on voit que il y a ce qu'on dit en sociologie, l'effet générationnel est positif, c'est-à-dire que chaque génération joue plus que la précédente, mais moins que la suivante. Voilà. Et donc on voit qu'effectivement, les temps de jeux de société, alors, les temps de jeux vidéo, c'est le truc qui explose le plus. On arrive même à des plafonds pour le jeu vidéo où, je veux dire, vous avez 98% des 12-18 qui jouent au moins occasionnellement, quoi. Voilà. Mais en fait, le jeu vidéo a un peu obsédé tout le monde, mais le jeu de société s'en est très bien tiré. Alors là où c'est compliqué, c'est qu'on a l'impression que tout le monde joue au jeu de société, mais le jeu de société, c'est plusieurs mondes sociaux très différents, avec, on va dire, un monde culturel du jeu de société qui apparaît dans les années 80, et c'est un peu celui du flip, quoi. C'est-à-dire des gens qui ont un goût pour le jeu de société, et puis qui le défendent aussi culturellement, qui voient des valeurs éducatives, mais aussi des valeurs culturelles, etc. Mais donc ce monde-là, il existe, il est pas majoritaire. Alors, pour vous donner quelques chiffres, et je vous en donnerai pas beaucoup, si vous regardez les pratiques de jeux de société entre adultes, quand vous demandez aux gens à l'échelle de la population française qui jouent aux jeux de société entre copains, vous avez à peu près plus de 50% de la population qui joue occasionnellement comme ça avec des copains, et puis vous avez plus d'un quart, donc 28% à peu près, d'adultes qui jouent au moins une fois par mois entre copains. Voilà. Donc c'est faut dire que par rapport à ce que c'était dans les années 60, ça a vraiment progressé, cette pratique-là. Le dernier point, c'est qu'après, voilà, donc il y a le monde de niche, enfin celui où on est, ce monde-là. Donc dans les quarts des Français qui jouent mensuellement aux jeux de société entre amis, en fait, dedans, vous avez effectivement des joueurs de Catan, du monde dans lequel on est là, enfin, du flip. Mais après, il faut bien voir que le monde du Monopoly reste très, très important, ou le monde de la belote reste très important. Et qu'en fait, quand on interroge les gens à ce à quoi ils jouent, les jeux traditionnels restent largement devant, en fait. C'est-à-dire, on peut mettre le Monopoly ou le Cluedo ou Destin presque dans les jeux traditionnels, avec la belote, c'est-à-dire des jeux, ça fait des générations de générations qui sont transmis. Donc ça reste quand même très important, mais on voit que aussi ce monde de niche se porte relativement bien. Alors on le voit par l'inflation de jeux de société. Il y en a de plus en plus qui sortent, on est à plus de 1000, je crois, nouveautés à peu près par... voilà, ouais. Ouais. Et donc voilà, donc je termine là-dessus, donc pour dire que ce qui se passe avant les années 60, on ne sait pas trop, mais par contre, ce qu'on a clairement, c'est une progression et une espèce d'accélération à partir des années 80 qui, pour l'instant, n'a pas été démentie. Voilà. Donc on arrive vraiment à cette évolution. C'est devenu une pratique culturelle majeure dans les pratiques culturelles des Français, au même rang que la télévision, le cinéma, etc. J'étais très synthétique, en fait. C'est paru long, mais c'était synthétique.
Oui, tu rebondis sur le nombre de jeux qui sortent environ actuellement sur le marché français. Ce nombre ne fait qu'augmenter depuis des années. On parlera du Covid plus tard, mais voilà. Nous, les boutiques, on se sent noyés sous les nouveautés. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a des efforts de certains éditeurs maintenant qui en font moins. Il y a eu vraiment ces dernières années, je reçois en moyenne en newsletter 15 à 20 nouveautés par semaine. Ce qui est énorme. Et à ça, je rajoute les figurines, je rajoute les jeux de rôle, je rajoute tout ça. Et forcément, c'est très très dur à référencer, à travailler, parce qu'un jeu ne se vend pas sans le connaître. Donc on est obligé de faire des choix de plus en plus en boutique. Ouais. Et donc, en termes de sociologie des publics, est-ce que... donc là, on va commencer à aborder la deuxième question de cette partie-là. Donc, est-ce que toi, en tant que chercheur, tu as déjà vu un petit peu, tu as pu étudier un petit peu les changements qui ont été induits par le Covid et la crise sanitaire et tout ce qu'on a pu vivre, ou c'est encore trop tôt justement pour avoir ce recul ? Alors, ce qu'on a on a quelques enquêtes disponibles. Vous avez le ministère de la Culture et le ministère, je ne sais plus c'est que la Culture. En fait, il y a une grosse enquête qui s'appelle ELF, comme Eleven. Voilà, non, mais en plus, c'est un côté un peu Stranger Things, parce que c'est un panel assez formidable pour les chercheurs. C'est ce qu'on appelle une enquête longitudinale, c'est-à-dire qu'on suit des enfants qui viennent juste de naître, et puis en fait on suit l'évolution. Alors il y a de la recherche médicale, mais il y a aussi de la recherche sociologique derrière, donc on essaie de voir, etc. Et donc grâce à eux, c'est la seule enquête où on a eu un peu où on a pu mesurer des effets du confinement sur les pratiques culturelles et notamment sur les loisirs. Alors, il y a eu une autre enquête qui s'appelait Vico, mais ils ont très peu, ils ont plutôt mesuré les effets sur les sociabilités du confinement, etc. Donc, bon, pour toutes ces explications pour dire, en fait, ce qu'on a vu, c'est que, alors, ce qui a augmenté, c'est les temps d'écran. Grosse surprise, merci les chercheurs. Vous avez besoin d'une méthodologie pour voir que les gens regardaient plus la télé, mais en fait, c'est pas que ça. En fait, ce qui a augmenté, c'est donc les écrans, il faut le dire. Les jeux vidéo, alors ce qui est intéressant, c'est que les familles qui contrôlaient le plus les temps d'écran, elles ont quand même fini par céder sous l'effet du confinement. On a tous craqué. Voilà, non, mais c'est vraiment un des résultats qui sort, c'est que les barrières ont un peu sauté là-dessus, et du coup, ça a eu aussi un effet de transformer le regard en se disant, c'est peut-être pas si grave. Je m'inquiétais beaucoup, mais bon, il a l'air de s'en sortir pas mal à regarder des influenceurs ou des influenceuses sur YouTube ou à jouer à Roblox. Il y a C'est pas sorcier aussi, c'est pratique. De quoi ? C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, Tu as l'impression quand même de faire quelque chose d'éducatif, mais tu le mets quand même après, devant la télé. donc ce qu'on a vu par contre, c'est une augmentation. Alors ça, c'est la question plutôt pour les boutiques, mais il me semble que j'ai vu des indicateurs comme quoi les boutiques ont vraiment bien vendu pendant le confinement. Et alors dans les enquêtes qu'on a, on a vu qu'effectivement les pratiques de jeux de société en famille étaient revenues ou se sont multipliées. Et alors le truc dans les quelques enquêtes qu'on a, le truc intéressant, c'est une des explications du léger retour du jeu de rôle dans les enquêtes. C'est-à-dire que le jeu de rôle s'était effondré depuis les années 90, plutôt milieu des années 90, donc on voyait le truc, et puis il restait vraiment une niche. Ça remontait un peu depuis quelques années, notamment par le biais des youtubeurs jeux vidéo, en fait, qui étaient d'une génération jeux de rôle et donc initiés. Mais là, il y a eu un petit effet confinement, c'est-à-dire des pères ou des mères qui se sont remis à faire jouer aux jeux de rôle. Et donc on a retrouvé, à la sortie, dans quelques enquêtes, on a retrouvé des vieux jeux qui ont été réhabilités. Donc il y a eu une consommation de jeux, mais il y a aussi une espèce de réactualisation de vieilles pratiques de jeux. Je pense que c'est vrai de la figurine aussi, etc. Est-ce que, je rebondis là-dessus, mais est-ce que le fait d'avoir des outils où tu peux jouer en ligne qui se sont mis vraiment en place avec le confinement, alors oui, on va BGA, booster les jeux de rôle par exemple? Bon, BGA a explosé, mais ça tout le monde on l'avait vu, ils ont explosé leur... Non, il y a eu ça, et puis ce qu'on a vu aussi, c'est les plateformes type tabletop et aussi les trucs de jeux de rôle en vidéo se développer. Ouais. Pour le coup, c'est vrai qu'en travaillant donc en ludothèque, nous, notre section jeux de rôle, c'est à continuer à jouer en ligne en fait, sur Discord. Ils ont créé leur groupe, leur partie, et ils ont vraiment bien continué.
au point qu'on a eu du mal à les récupérer après, parce que finalement, c'était assez pratique pour eux, et il y avait cette possibilité de continuer. Qui sont prises, tu as moins de matériel, tu as moins d'investissement, enfin, c'est toujours plein de trucs. Oui, voilà. Tu disais donc que les boutiques avaient bien vendu pendant le confinement. Alors oui, non, les boutiques physiques ont fermé pendant le confinement, donc c'était très compliqué de vendre. Là, je te le fais de souvenir, mais le confinement était très très compliqué pour nous. Il fallait vendre en click and collect, mais les gens n'avaient pas le droit de venir. Bref, on n'était pas indispensable, fallait livrer, etc. Par contre, il y a des rayons qui sont passés de normal à 0. Les puzzles? Non, Les puzzles l'inverse. Ouais, en fait, le jeu de cartes à collectionner, qui est un jeu très social, bah, si tu peux plus faire d'échanges et de parties avec tes potes, 0. Voilà. Les puzzles, on a vidé le rayon, vraiment. On n'avait même plus une ref en boutique. C'était en rupture partout. Les jeux à deux, énormément, parce que y a beaucoup de couples qui se sont retrouvés confinés. Ah ouais, jeux à deux, complètement. d'accord. Ouais, voilà, il y a une explosion. Et les jeux familiaux. C'est les jeux qui vont permettre aux familles de se mettre à jeu. Les parents qui ont le temps enfin de jouer avec leurs enfants et qui vont, la Madeleine de Proust, le Catane, par exemple, les Aventuriers du Rail, des choses comme ça qui vont bien partir. Ouais. Alors, juste parce que j'ai pas répondu à ta question, donc on a vu en fait le confinement augmenter grosso modo tous les loisirs, réactiver des vieux loisirs chez les parents. Même le tricot, des trucs comme ça, enfin des trucs qui étaient un peu abandonnés. Et puis, par contre, ce qu'on n'a pas mesuré pour l'instant, et c'est un des enjeux d'une enquête à venir, enfin si le financement est accepté sur un gros panel, c'est de voir si c'est durable. C'est-à-dire que voilà, sortie de la crise, est-ce que c'est des habitudes qui sont devenues des habitudes durables ou pas du tout? Et ça, pour l'instant, on n'a pas de travaux qui nous permettent de voir ça. Et du coup, en boutique, est-ce que vous, ce qui a pu vraiment fonctionner, ça continue? Est-ce que, par exemple, ces jeux familiaux ou ces jeux à deux continuent à bien fonctionner? Les puzzles? Je pense que les habitudes ont la vie dure et qu'on est revenu un petit peu à la normale maintenant, avec des habitudes de consommation qui sont quand même différentes, des habitudes de visite de boutique qui sont différentes. Mais on n'a plus l'explosion du puzzle comme on avait. Il y a une saisonnalité qui a été vraiment surprenante sur les retours de confinement, où là on a enchaîné. Et quand ils ont annoncé le deuxième confinement, on l'a su 2 jours avant, je crois, un truc comme ça. Oui. Et là, on a fait un samedi de Noël, un jeudi en octobre. C'est ça que j'avais vu, oui. On était 2 dans la boutique, c'était impossible. Enfin, voilà, il y a eu des habitudes qu'on fait que. Et en plus, il y avait effectivement Noël juste après, et je pense que les gens ont dit « Ah, j'ai quelques achats à faire ». Et le Noël a été très très compliqué, en tout cas le dernier, 2021. Bon, je sais pas si t'en parles maintenant ou plus tard, mais il a été très compliqué parce que la crise a fait que tous les distributeurs nous ont dit maintenant un jeu avant où les éditeurs nous disaient quand on va refaire une reprod, on en a pour entre 5 et 7 semaines entre la fabrication, le transport, etc. Et là on est plutôt sur du 6 mois. Donc si le jeu en octobre j'en ai plus, Noël c'est raté. Donc c'était une question de production en fait. C'est une question de production. D'accord. Et ça parlait aussi des nouveautés. Et de livraison. Ouais. C'était une question de production, ouais, et une question de livraison. La Chine a été très durement touchée par l'épidémie. Donc pour les imprimeurs, c'était très difficile. Il manquait beaucoup de personnel. Donc c'était des délais de production qui étaient allongés. Et puis ensuite, il y avait des soucis de transport, où il manquait des équipages, il manquait des bateaux. Il fallait laisser les conteneurs de côté pour les décontaminer, etc. Donc ça nous a pris beaucoup de retard. Sur tout ça. Et aujourd'hui, c'est pas encore régularisé. Du coup, voilà. C'était ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans cette dynamique un peu compliquée ou est-ce que ça va quand même en s'arrangeant? Ça retombe doucement, mais on est très loin des niveaux pré-Covid et je ne suis pas sûre qu'on y revienne un jour de toute façon. En revanche, ce qu'on a vu, c'est une relocalisation de la production en Europe, en tout cas pour ce qui concerne derrière la vente en produits européens. Et donc, du coup, même les entreprises, les usines, les imprimeries européennes étaient plus ou moins saturées à ce moment-là et le sont encore plus qu'avant aujourd'hui, en tout cas. Donc vraiment une relocalisation de la production sur quelque chose de beaucoup plus européen, voire français, ce qui permet en plus de travailler sur le côté quand même écologique. Mais après, le jeu de société s'aligne sur le reste de la production de tout, en fait, finalement. Et du coup, est-ce que aujourd'hui, donc effectivement là, on n'en est pas encore arrivé au niveau d'avant, mais est-ce qu'il y a eu un impact sur les sorties? C'est-à-dire qu'il a dû y avoir un effet peut-être de bouchon quand toutes les sorties ont été un peu arrêtées.
parce que les confinements, parce que pas de festival, parce que tout ça. Est-ce que là, ça va dans tous les sens, les sorties, ou alors est-ce que tout a été un peu réorganisé? En fait, ça dépend de chaque distributeur et chaque éditeur. D'accord. Il y en a qui ont échelonné pour pas tout sortir à la fin du confinement. C'est bosser avec les auteurs, c'est discuter. T'en sauras plus que moi d'ailleurs. Je te laisse lui passer le micro. T'en sauras plus que moi, mais nous on a eu vraiment des sorties qui ont été complètement décalées pour que ça revienne, mais pas le jour 1 du déconfinement. Il y a eu beaucoup de jeux qui ont été repoussés. Les éditeurs me disent on en prenne moins aussi, on en prend moins parce que le planning il est saturé jusqu'à 2025. Il y a beaucoup moins de prise de risque aussi parce qu'on savait pas comment l'activité allait aller. Oui, exactement. Ce sont ces facteurs-là en fait, qui font qu'aujourd'hui, on est un peu plus prudent sur ce qu'on fait au quotidien. Comment est-ce qu'on gère le planning? Comment est-ce qu'on gère les décalages? Après, chaque éditeur a fait à sa sauce et je ne peux pas parler pour chacun, enfin pour tout le monde. Mais en tout cas, quand les boutiques sont fermées, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort quand même? Est-ce qu'on ne sort pas? Est-ce qu'on privilégie la vente en ligne? En même temps, on tient à nos boutiques aussi, donc on n'a pas envie de les priver de tout ça. Et puis, après, les décalages, c'est beaucoup un problème de production et de livraison. Ça se voit dans le monde de l'édition, ça se voit aussi sur Kickstarter. Il y a énormément de retard dans tous les projets qui étaient prévus. C'est déjà le cas normalement, ça. Mais il y a aussi la pénurie de papier. Enfin, voilà, il y a énormément de facteurs. Voilà, c'est ce que, effectivement, j'ai entendu aussi parler d'une pénurie de papier très importante qui touche vraiment les imprimeurs et qui peut vraiment avoir un impact sur une date de sortie d'un jeu. Alors là, on est sorti un petit peu du cadre vraiment par rapport à l'objet de cette table ronde, mais c'est tout à fait intéressant. Et en plus, on repart sur certaines choses dont on a parlé l'an dernier, donc sur la table ronde qu'on avait fait ici, en partie en visio avec certaines personnes, où on parlait justement aussi de comment les éditeurs ont continué donc à faire vivre leur jeu, comment il a pu y avoir quand même de l'événementiel mis en place, malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément, enfin qu'il n'y ait plus de festival, qu'il n'y ait pas forcément non plus beaucoup de possibilités de montrer les jeux. Donc voilà, je vous invite à regarder la table ronde de l'an dernier. Vous pouvez la trouver sur le site internet du Flip. Maintenant, du coup, après avoir fait ce petit état des lieux d'aujourd'hui, de la sociologie des joueurs, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport aux joueurs d'aujourd'hui et comment est-ce que on peut dire que peut-être de peu de joueurs, on est passé à beaucoup de joueurs, mais que ça reste, si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure, que ça reste quand même une partie de la population qui est... Ouais, en fait, il y a vraiment deux mondes du jeu et que parfois c'est un monde culturel en trompe-l'œil, mais c'est pas le seul. C'est-à-dire que si vous regardez le monde, le secteur du livre, par exemple, il y a des livres très valorisés, mais qui sont quasiment pas lus, en fait. Ça veut pas dire qu'il y a des jeux qui sont très valorisés et pas joués, mais c'est-à-dire que vous avez un décalage à l'échelle de la population entre des jeux dont on parle beaucoup. Alors c'est aussi vrai dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui ont une plus-value médiatique, mais dans les enquêtes, ils sont peu pratiqués. Donc il y a le monde du marché de masse, et qui reste largement majoritaire. Le monde aussi, donc je disais des jeux de cartes traditionnels, la belote se porte très très bien en fait. Le tarot se porte très très bien. Et puis, vous avez ce secteur-là qui augmente depuis les années 80. Donc, on a à peu près, dans la dernière enquête, si on cherche à estimer ce qu'on appellerait les board gamers, c'est-à-dire des gens qui consomment régulièrement des jeux de société, qui vont dans les boutiques. Alors, selon les critères, grosso modo, on est autour de 10% en fait, de la population, ce qui est beaucoup. Sur les 28%, non, sur 25-28% sur l'ensemble de la dont tu population, tu as 10% vraiment de gens qu'on pourrait dire board gamers, c'est-à-dire qu'ils consultent Trick Track, ou ils se renseignent, ils achètent des trucs, etc. C'est beaucoup déjà. C'est beaucoup, et donc on est passé de grosso modo de 5% dans les années 80, milieu des années 80, à 10% aujourd'hui, ça stagne. Mais ce qui est intéressant, c'est que le monde du jeu de société a beaucoup augmenté en termes de production, mais en fait principalement par ces 10% qui absorbent l'essentiel du marché. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un truc, ils achètent beaucoup en fait, et donc on a le sentiment parfois, quand on voit le développement éditorial du jeu de société, de se dire mais il y a un public gigantesque, et il y a un public bien sûr,
Mais en fait, il y a une grosse partie de la production qui est absorbée par ces 10%-là, qui achètent beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est un monde Enfin, quand vous êtes sociologue, moi je travaille sur d'autres domaines culturels. Et en fait, si vous dites que c'est un truc bizarre, en fait, vous avez une surproduction qui est vraiment concentrée sur un monde relativement restreint, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des produits. En fait, ce qui s'est le plus largement diffusé ces dernières années, c'est pas les colons de Catane. Les colons de Catane, les gens connaissent. Ou Dixit, par exemple. Dixit, si vous demandez, c'est, je sais plus, on en a parlé avec un copain tout à l'heure, sur la dernière enquête, c'est 8% des gens qui connaissent au moins 2 noms. Dixit, qui disent, voilà, je connais, mais pour y avoir joué ou pas. Et on est à peu près à 6% de la population qui a joué. Donc c'est pas énorme, alors qu'on a l'impression Donc les jeux qui ont beaucoup progressé, en fait, c'est plutôt les party games. C'est Time's Up, Loup-Garou. Et puis le reste, c'est en dessous, quoi. Voilà, voilà. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais juste dire que c'est un monde à 2 niveaux, quoi. Voilà. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, que ce soit plus Loup-Garou que Time's Up, ce sont à la base des jeux un peu traditionnels, pour le coup, qui étaient déjà joués avant. Donc voilà, finalement, le traditionnel reste quand même. Très bien. On va donc aborder maintenant la deuxième partie de cette table ronde. Donc la question d'ouvrir le jeu au plus grand nombre et comment ramener le jeu vers des publics qui sont plus éloignés. Donc ça passera effectivement par, en tout cas on va parler de 2 aspects ce soir, l'aspect de l'accessibilité, et là donc je pense que Sarah, tu auras pas mal de choses, d'informations à nous apporter, et après donc par l'aspect de la médiation. Donc par la médiation j'entends plutôt le travail des ludothécaires, et puis par le travail de la prescription, donc ce que peuvent faire les ludicaires au quotidien, et comment effectivement ils vont amener les gens vers le jeu ou vers d'autres jeux qu'ils ne connaissent pas. Donc voilà, je vais te laisser la parole, Sarah. Merci. C'est intéressant parce que je vois la question écrite et je me dis que notre réflexion à nous, elle n'a pas du tout démarré comme ça. En fait, Access Plus, c'est un studio qui fait partie du département Asmodee Research, donc qui est le département recherche et développement du groupe, et avec lequel on a un premier programme qui s'appelle Gaming Lab, qui soutient la recherche scientifique autour du jeu de société. Donc l'idée, c'est de financer des chercheurs, d'accompagner des doctorants, des thésards dans leur recherche autour du jeu de société, et puis d'organiser des tables rondes comme tu fais toi, etc. Et un des premiers projets qu'on a soutenu, c'était celui du professeur Philippe Robert, donc, qui est professeur de psychiatrie à Nice, et qui se demandait, alors lui il est rattaché au centre mémoire, et donc il se demandait si le jeu de société pouvait être utile en fait pour ses patients, donc tous ceux qui souffrent de troubles. Alors le plus connu c'est Alzheimer évidemment, mais il y a d'autres pathologies associées. Et en fait les résultats de l'étude donc sont que oui, hein, on va pas se mentir, ça effectivement. Mais en fait, c'est l'enthousiasme que les jeux de société ont suscité chez les patients, chez les soignants et chez les aidants aussi, qui nous a vraiment surpris dans le bon sens. On s'est rendu compte que le jeu de société, c'était un média qui vraiment faisait du bien aux gens et permettait de travailler les fonctions cognitives de manière plus ludique, évidemment, et du coup plus agréable que des exercices qui pourraient être un petit peu scolaires et qui, du coup, laissaient le patient dans sa case de patient avec le soignant en face, et puis voilà, il y avait de la mise en échec, etc. Alors que là, en fait, le jeu de société permet aux joueurs d'avoir une autonomie, et donc il a l'impression de jouer avec quelqu'un et d'être à sa place, d'être un joueur comme les autres, et ça, c'était vraiment très bien. Et face à ces résultats, on s'est dit, en fait, il y a quelque chose à faire, parce que dès qu'il y a des troubles cognitifs, il y a très souvent un isolement social derrière. Et on s'est rendu compte que le jeu de société pouvait aider sur tous ces aspects-là. Donc, on a poussé les études pour essayer de comprendre à quel point le jeu de société pouvait stimuler les fonctions cognitives, recréer du lien social, etc. On a travaillé avec une grande équipe d'experts, avec des psychologues, des psychiatres, des orthophonistes, des spécialistes des fonctions cognitives, des spécialistes du jeu de société également. Aujourd'hui, on a une équipe d'une dizaine d'experts qui travaillent avec nous au quotidien pour répondre à toutes ces questions-là. Et on s'est rendu compte de tous les bienfaits du jeu, et on a pu comme ça développer une gamme. Donc, pour la rendre accessible, parce qu'en fait c'est ça l'idée, on est allé tester les jeux
auprès des publics concernés, donc dans les EHPAD, dans les hôpitaux de jour, mais aussi dans les ULIS, dans les IME, dans les établissements spécialisés, pour toutes ces pathologies-là. Et on a essayé d'analyser, de comprendre ce qui les mettait en échec, ce qui les mettait en difficulté, et de proposer des adaptations pour le résoudre. Donc, pour vous donner un exemple un peu plus concret, on a travaillé sur Dobble, qui est un jeu quand même assez connu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y en a, le principe c'est qu'il y a 2 cartes, la carte de la pioche et chaque joueur a sa propre carte. Et il faut repérer le symbole qu'on a en commun avec la carte de la pioche au milieu. Et le premier qui trouve remporte la carte. Et celui qui a le plus de cartes à la fin a gagné pour les règles du jeu. Donc on s'est rendu compte que les cartes du Dobble, elles étaient trop petites et que donc elles n'étaient pas lisibles, que les symboles, ils avaient différentes tailles et que ça induisait en erreur la reconnaissance. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait donc trop de symboles. Et donc, on a mis en place tout un tas d'adaptations comme ça, avec des cartes plus grandes, des symboles spécialement choisis, une colorimétrie aussi adaptée pour qu'il n'y ait plus de confusion possible entre les couleurs et entre les symboles. Et puis, on a mis en place des niveaux de difficulté parce qu'on est face à des publics qui vont en progressant ou parfois malheureusement en régressant quand on est sur des seniors. Donc, l'idée, c'est que le joueur soit toujours en phase avec le jeu, que ce soit toujours en phase avec son niveau de fatigue ou au contraire de bien se sentir du jour. Et puis, on a créé aussi un mode un joueur parce que parfois, c'est important que on puisse regarder le joueur tout seul et voir les progrès qu'il fait, ou bien parfois même le laisser en autonomie totale, et ça permet aussi de redonner de la confiance en soi. Donc ça fait partie des choses importantes. Après, il y a des adaptations plus terre à terre, je dirais, sur le matériel. Les cartes sont plus épaisses pour qu'elles soient plus faciles de les attraper sur la table. Elles sont aussi toutes vernies pour qu'on puisse les désinfecter et les nettoyer. Pour la collectivité, c'est très important, notamment les hôpitaux. Et puis voilà, et puis on a bien sûr intégré des interviews donc de nos experts dans les règles du jeu pour aider la médiation, donc que ce soit le proche qui aide son parent ou son enfant touché, ou bien même pour les soignants, pour les aider dans leur thérapie. Donc si j'ai bien compris, ce serait utilisable et par les familles, vraiment dans un cadre ludique et d'échange intergénérationnel, et aussi par des soignants, c'est ça ? Exactement. Voilà, on part mais déjà, les orthophonistes, les psychologues, les psychiatres utilisent le jeu de société. Ils en utilisent beaucoup, ils le détournent parce qu'ils récupèrent ce dont ils ont besoin spécifiquement. Et du coup, en fait, le jeu perd cet aspect ludique. Et on est vraiment dans cette relation patient-soignant. Alors que le côté ludique et l'autonomie, c'est très important et ça apporte beaucoup. D'accord, donc là on est clairement plus vraiment sur ce plaisir de jouer en fait. Exactement. Que ça reste vraiment un plaisir et que ce soit pas juste pour garder des fonctions cognitives, qu'il y ait quand même tout ce plaisir de partage. Nous, exactement. Chez Access Plus, ce qu'on fait, c'est des jeux, vraiment des jeux pour jouer et pour que chaque joueur ait son jeu, quel qu'il soit, qui qu'il soit. Donc tu parlais de Dobble, est-ce qu'il y a d'autres jeux sur lesquels vous travaillez ? Oui, tout à fait. On a travaillé en même temps sur Dobble, sur Timeline et sur Cortex, qui sont à la base 3 marques du studio Zygomatic et qui sortiront en France fin septembre. D'accord. Et ça, donc, ce sont des choses qu'on pourra trouver en boutique ou en... Oui, tout à fait. En boutique de jeux, potentiellement dans des réseaux plus spécialisés santé. Et puis ensuite, ce sera adressé effectivement particulièrement aux professionnels dans les réseaux de groupe. D'accord. Alors du coup, je ne sais pas si vous connaissez, il y a aussi, en parlant d'accessibilité, donc on peut aussi parler d'Accessi-Jeux. Accessi-Jeux, donc c'est une association qui, elle, va travailler plutôt en direction des publics déficients visuels et qui sera là déjà, du coup d'ailleurs, la 2e semaine du Flip. Ils n'étaient pas là ce soir, ils ne sont pas encore arrivés. Mais donc eux, ils ont mis en place justement l'accessibilité des jeux via des jeux adaptés. C'est-à-dire que là, par exemple, récemment, ils ont adapté Quarto pour que ce soit complètement utilisable par des personnes déficientes visuelles. Je crois qu'il y a Meu aussi. Je sais pas,
Si, je les ai testés, il y a mieux aussi. Oui, c'est ça, Oui, voilà. tout à fait. Et donc, je vous invite à aller les voir si vous êtes sur le Flip pour aller découvrir ces jeux, parce que c'est très intéressant aussi à découvrir, même en tant que personne n'ayant pas de déficience visuelle, en fait, parce que du coup, on comprend aussi quelles sont les difficultés que les gens peuvent avoir. Et leur travail est incroyable, parce que ça, voilà, on ne se rend pas compte à quel point, en fait, on peut être mis de côté, malheureusement, par nous, des choses qui nous semblent tellement évidentes et tellement simples que le jeu, clairement, ne serait-ce que voilà, savoir ce qui est inscrit sur une carte, si on est déficient visuel, on ne peut pas. Je ne sais pas si vous avez ces jeux Access jeux en boutique, hein, si vous y avez accès. Je suis très très fan de Quarto Access. Quand il est sorti, moi je suis très fan de Quarto à la base. Quand il est sorti, je me suis dit chouette, mais combien ça va être de plus déjà? C'est tout bête, mais c'est au même prix. Donc je trouve que c'est génial d'avoir fait ça. Et pour moi, c'est un challenge de plus. Et je serais ravi de jouer contre quelqu'un qui est malvoyant à Quarto Access. Ils fournissent des masques pour se bander les yeux. C'est une riche idée aussi. Enfin, voilà, pour moi, c'est Quarto, une variante de Quarto, et qui en plus peut être joué par le malvoyant. Et je trouve ça génial. Voilà. Oui, d'autant plus qu'effectivement, avec ces 6 jeux, donc, c'est voilà, ce travail de mettre à disposition des jeux justement qui sont adaptés, mais c'est aussi sur Paris une ludothèque qui fait donc des soirées jeux où peuvent se rencontrer les personnes malvoyantes, les personnes voyantes, et jouer ensemble, et justement se mettre à la place aussi des personnes ayant des difficultés. Je réponds à la question, oui, j'en ai. Tu en as, oui, j'en merci. ai, et je crois que j'en ai même amené sur le Flip. D'accord. Ouais. Oui, donc vous avez accès à ce Ouais, catalogue-là, Gigamic c'est-à-dire nous que le propose complètement comme un Quarto classique. D'accord. Voilà. Ok, Et super. je trouve que c'est une riche idée de le rendre effectivement accessible, même dans les réseaux de distribution plus classiques. Il y a forcément des boutiques qui feront le choix de ne pas le faire par manque de place, par manque de trésorerie, voilà. Mais le fait de pouvoir le faire, je trouve ça assez pertinent. Mmh. Et donc là, du coup, on va commencer à aborder le deuxième point. Donc, ouvrir le jeu au plus grand nombre, ça va être effectivement par l'accessibilité. Et là, donc, on parlait des publics qui peuvent être malheureusement un peu mis de côté dans la production de jeux actuels. Et on va aller au-delà de ça grâce effectivement à ce travail que vous pouvez faire par exemple à Access+. Mais il y a aussi le travail de tous les jours pour les boutiques, donc les ludicaires. Alors je ne sais pas si vous connaissez le mot ludicaire. C'est-à-dire qu'on se posait de la question tout à l'heure, effectivement, et on se demandait à quel point c'était rentré dans les mœurs. Je ne sais pas si tu veux dire la chose de manière bien sociologique. Non. En fait, en tout cas, maintenant, j'ai l'impression que dans les enquêtes auprès des joueurs, les gens savent ce que c'est que ludique. J'ai l'impression que ça a gagné dans le monde des passionnés. Ça... Alors moi, l'historique que j'en ai, donc c'est le groupement des boutiques ludiques, qui est une association qui a plus de 175 boutiques, si je ne dis pas de bêtises. Et la première assemblée générale que j'ai fait chez eux, c'était la 2e année que ça existait, ou 2e, 3e année. Et François Descantes, des cartes Bordeaux à l'époque, nous a sorti, et moi je veux que ludicaire soit dans le dictionnaire. Et il nous a expliqué tout ça, et du coup c'est resté, on l'a utilisé tout le temps, et on le met partout. On propose la Gazette des ludicaires sur le Flip, qui est une parution faite par l'association des boutiques ludiques. Ouais. Donc c'est un truc que nous on essaie de mettre... voilà. En tout cas, nous dans notre réseau, on en parle, dans les autres réseaux, je pense que oui aussi, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, donc on a envie de le partager. Voilà. Et donc d'accord, donc du coup on parlait d'ouvrir le jeu au plus grand nombre. Et ben ça peut commencer effectivement tout simplement par quelqu'un qui passe la porte d'une boutique. Comment ça se passe? Donc j'imagine que ça commence par un bonjour, on est d'accord. Mais voilà, est-ce que vous avez un premier... Alors il y a des gens qui le font pas. Hein. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui le font pas. Mais... Des noms. mais voilà, est-ce que vous attendez d'abord que les gens viennent vers vous plutôt avec une demande très particulière, ou alors est-ce que vous essayez de savoir un petit peu Alors là, ça dépend de chaque boutique évidemment. Nous, notre façon de faire, c'est d'aller voir les gens. Alors là, on parle vraiment déjà de quelqu'un qui est rentré dans une boutique de jeu. Oui. Donc il y a déjà une volonté, il y a déjà plein de filtres qui sont tombés. Et une boutique de jeux, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va aller effectivement en grande surface spécialisée ou grande surface alimentaire. Donc, c'est quelqu'un qui vient chercher du jeu dans une boutique. Il sait à peu près ce qu'il va trouver. Quelqu'un qui rentre dans une de nos boutiques de jeux
va être normalement accueilli, on va recueillir son besoin, ça va être le besoin vis-à-vis des contraintes. Si effectivement c'est quelqu'un qui a une dégénérescence, n'importe quoi, on va en parler. Et c'est surtout besoin de quel moment elle a envie de créer cette personne finalement. Tout seul, à 2, à 3, en famille, avec des copains, enfin voilà. Donc ça, tous les clients, c'est ce qu'on appelle la recherche du besoin. Tout simplement, on pose plein de questions, on donne des exemples et puis on va nous guider vers le jeu qui nous paraît le plus adapté à ça. Voilà. Donc je vais faire mon rôle, je vais donner des chiffres. C'est 21% des gens, des Français qui, dans l'année, ont au moins sont rentrés dans une boutique spécialisée. Non mais mon intervention était inutile. C'était je peux pas m'en empêcher. Je croyais que c'était la remise que si tu as négociée. C'est 20% à peu près de la population qui... Alors, au moins une fois, ça ne veut pas dire que vous avez 20% des gens qui viennent régulièrement. Et du coup, à l'inverse, nous, notre métier aussi, c'est d'aller chercher les gens qui ne rentrent pas dans la boutique de jeu. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus complexe. Le flip, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a des stands de boutiques sur le festival. La ville anime complètement les jeux. C'est du confort. Les gens qui sont là, ils connaissent déjà les jeux, ils sont déjà rentrés dans la boutique de jeu, et si ce n'est pas le cas, ils vont le faire de toute façon. Par contre, il y a beaucoup de ludicaires qui vont faire autre chose. On va être sur les marchés de Noël, par exemple. Alors là, on est coincé entre le saucisson et le vin chaud. On explique notre métier en boucle parce que les gens ah bon, il n'y a pas que le Monopoly dans la vie. Ben non, il n'y a pas que le Monopoly dans la vie et on va expliquer ça. J'en parlais tout à l'heure avec l'association des boutiques ludiques. Il y en a qui vont dans des centres de soins, des EHPAD, des choses comme ça. Il y en a qui vont aussi, même jusqu'en prison, côté visiteur, pour présenter des jeux adaptés, tout simplement. Ouais. Des écoles ? Des écoles, évidemment, des associations, enfin, moi, j'anime beaucoup dans des associations qui ne sont pas des associations de jeux. L'exemple que j'ai, c'est une association nantaise qui a pour passion le Japon, donc sous toutes ses formes. Donc ils font un peu de jeux de société, style le Go et compagnie. Mais tous les mois, on fait une soirée jeu et ça fait découvrir. Et comme c'est un milieu associatif ouvert, ça permet d'avoir plein de gens de tous horizons et de mettre ensemble des gens qui, même au sein de l'association, se parlent pas forcément, n'ont pas forcément d'atomes crochus, mais autour d'un jeu, forcément, c'est mieux. Et donc, comment est-ce que tu réagis, toi, par exemple, quand quelqu'un entre dans la boutique en disant « Oui, mais moi, j'aime pas jouer ». Déjà, il n'est pas dans la boutique. Alors oui, mais c'est peut-être pas pour lui. Donc, comment est-ce que tu réagis ? Si tu veux mon avis personnel humain, je pense que l'humain, par défaut, est joueur. Et je pense, alors je vais reprendre une réplique d'un de mes collègues de Brest qui l'a mis sur Facebook tout à l'heure et je l'ai trouvé très bien. Je pense que c'est pas, tu n'aimes pas, enfin, quand tu dis j'aime pas le fromage, c'est parce que juste tu as goûté un fromage ou 2 fromages et tu les as pas aimés, mais tu n'as pas trouvé le fromage qui te plaît. Et ben c'est pareil pour les jeux. C'est bien une réflexion de français. Hein. C'est un Brestois, c'est pire. Mais ouais, je pense qu'on t'a pas trouvé le bon jeu, on t'a pas conseillé le bon jeu, et peut-être que c'était le bon jeu, mais pas avec le bon animateur, ou pas avec les bons joueurs, ou pas au bon moment, parce qu'il y a aussi les conditions de jeu qui voilà. Et donc, à nous, on a beaucoup de stress quand quelqu'un vient nous dire, je sors de Monopoly où j'aimerais commencer à jouer. Qu'est-ce qu'il faut ? Et là, on sait qu'on a le cœur qui bat parce qu'on sait que c'est la première expérience de jeu, et que si on se plante, on peut perdre un joueur à jamais, quoi. Ouais. Et du coup, on a la pression, et j'ai des ludicaires qui m'ont dit, mais ces gens-là, je les repère, et j'ouvre le jeu avec eux, et je fais 2 tours de jeu, en boutique, pour être sûr que le jeu ne reste pas dans un placard après. Et c'est hyper bien. Voilà. Mais effectivement, ça met une pression. Et la plus grande récompense qu'on va avoir, évidemment, c'est quand ils reviennent, et qu'ils nous disent « Ah, j'ai adoré, vous avez quoi d'autre ?» Voilà. Oui, parce qu'effectivement, je fais le parallèle avec les ludothèques, là où nous, effectivement, on a aussi ce rôle de médiation, de faire connaître... C'est hyper important. Oui, de faire connaître le jeu au plus grand nombre et aux gens, mais on a moins cette pression de se dire peut-être qu'il ne reviendra plus jamais, un peu moins. Parce qu'on sait que si on lui a montré un jeu qui lui plaît pas forcément, on pourra lui en montrer un autre. Ouais. Alors qu'en tant que boutique, il y a un part avec, il l'a acheté. Si on n'est pas sûr, alors normalement on arrive à avoir avec l'expérience, on sait à peu près quels jeux vont plaire. Mais c'est vrai qu'il y a des gens où on ne sait pas trop, on va les inviter à une soirée jeu. Qui est l'équivalent finalement du ludothèque, c'est-à-dire qu'on arrive nous avec plein de jeux et puis on leur fait tester des trucs, etc. Le principe, c'est vraiment on va trouver le bon jeu à la bonne personne, et c'est hyper important. C'est le bon jeu à la bonne personne. Moi, mon jeu préféré ne sera pas ton jeu préféré, ne sera pas ton jeu préféré, etc. On a chacun nos limites, nos choix. Il y a aussi toute une maladresse, moi je trouve, c'est que très généralement le côté il est rentré, je lui ai vendu un Catan, c'est parfait. La prochaine fois, je lui vends
un truc un peu plus dur, Small World, et puis après on va passer à Terraforming Mars. Et en fait, il y a cette maladresse qui dit qu'on a envie de monter le niveau, entre guillemets, du joueur. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que... Très bien, ça m'intéresse. Ouais, moi, je pense qu'un gros joueur n'est pas un meilleur joueur qu'un joueur de party game. Voilà. Ma limite, c'est 1h30 de jeu. Au bout d'un moment, moi, je décroche, ça me saoule. J'aime beaucoup des choses comme Terraforming Mars. Les trucs comme Twilight Imperium, ça m'attire même plus. Enfin, voilà, je l'ai fait, hein, j'étais jeune, j'ai passé des nuits à jouer, mais c'est plus le cas parce que famille, parce que boulot, parce qu'on n'a pas forcément le temps, donc on adapte en fonction de la vie des gens. Et quand Seven Wonders est arrivé, par exemple, pour moi, c'était le Messie. On joue en une demi-heure, on joue jusqu'à 7, voilà, c'est génial. Et Architect est arrivé, et mes collègues m'ont dit, mais non, mais c'est beaucoup plus simple, tu vas pas t'amuser et tout. Et je m'éclate à Architect. Mais j'aime beaucoup moins Duel, alors que les gros joueurs ou les bons joueurs sont plus pour Duel et Architect c'est pour les enfants. Non, voilà, moi on trouve son moyen de jeu et je suis très content qu'on aille vers les conditions. Et j'ai beaucoup de gens sur le flip par exemple où on a beaucoup de bons joueurs, hein, voilà, mais qui me disent j'aime beaucoup Seven Wonders, mais finalement je trouve ça un poil plus compliqué, un poil trop compliqué. Et puis là, Architect c'est la solution par exemple. Mais voilà, ça répond à ta question. Oui. Est-ce que la sociologie a quelque chose à dire? Il y a toujours quelque chose à dire. Est-ce que la sociologie a quelque trop souvent, chose trop souvent, à dire? Non, ces questions-là, elles sont au cœur quand même de questionnement. Quand on fait en tout cas la sociologie des joueurs en France, c'est quand même les inégalités de culture ludique. C'est-à-dire que là, quand je vous ai fait un panorama très rapide des espèces de progression à partir des années 80, de pratiques, en fait, ce qu'il faut voir, c'est la stratification sociale. Autrement dit, à mesure que le jeu de société dit moderne a progressé, en fait, les pratiques populaires de jeu ont disparu. Et dans une certaine mesure, le jeu de société aujourd'hui, celui qui est au cœur ici, enfin, peut-être pas ici, le flip a quand même quelque chose de vraiment très particulier, cette espèce de souci d'aller dans plein de formes de jeux, mais si vous allez à Cannes ou si vous allez à Paris et Ludique, vous voyez bien, vous êtes au cœur du jeu de société, d'une pratique culturelle, etc., défendue. Donc, en gros, il y a quand même des inégalités chez les enfants en termes de culture ludique. Sur les enquêtes qu'on fait, nous, par exemple, on demande aux gens, notamment aux enfants aussi, est-ce que tu connais ce jeu, est-ce que tu connais pas? Donc on fait ce qu'on appelle un test de culture ludique. Et donc vous vous rendez compte qu'effectivement vous avez une stratification chez les enfants, mais chez les adultes, avec des classes populaires qui connaissent très peu de jeux en réalité, très peu de titres. Ça ne veut pas dire qu'elles jouent pas, hein, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il n'y a pas de jeu, mais c'est-à-dire que et plus vous avez un effet de capital culturel, enfin autrement dit diplôme aussi, c'est-à-dire que plus les gens sont diplômés et plus ils vont vous citer Seven Wonders, ils vont vous citer le Monopoly et Seven Wonders et autre chose, alors que vous allez avoir dans les milieux populaires peu de jeux, beaucoup de jeux traditionnels, beaucoup de gros jeux type Cluedo, etc. Et donc il y a des inégalités très fortes, hein, et le jeu de société, alors on avait fait notre enquête avec ma collègue Nathalie Rocou sur les pratiques en famille, et là vous avez aussi des effets sociaux très importants. C'est-à-dire que dans les milieux populaires, le jeu de société en famille, c'est pas un truc. Ça veut pas dire qu'on fait autre chose, hein, on regarde des trucs ensemble, etc. Donc c'est pas un jugement de valeur quand je dis ça. C'est-à-dire que c'est pas du tout, c'est un truc de la petite bourgeoisie en fait. Ou de la bourgeoisie moyenne ou des classes moyennes en fait de jouer en famille. Et quand on regarde du côté des classes moyennes et des classes d'écologie supérieure, le jeu de société, alors c'est un peu moins vrai maintenant, mais il a été longtemps défendu comme on joue en famille parce que c'est l'occasion de faire quelque chose entre guillemets d'intelligent en famille. Alors vous avez toute la dimension et qui reste présente dans les enquêtes qu'on fait, c'est-à-dire moi je vais jouer avec mes enfants parce que comme ça il va apprendre à compter, ça existe encore ça, hein, je veux dire, et le souci. Ouais, ou le souci même de faire jouer ses enfants à des jeux de société avec l'idée qu'il y a des apprentissages intéressants derrière. Ce qui a un peu changé, on voit aujourd'hui dans les familles, c'est moins de défendre la valeur éducative du jeu de société que sa valeur culturelle, en disant c'est un objet super intéressant. Donc ils disent voilà, j'aime bien jouer avec mes enfants parce que c'est un truc que je veux transmettre. Donc il y a moins. Ça reste, hein, même si ça reste très présent dans les motivations, en disant voilà, il va apprendre, il va reconnaître les couleurs, puis il y a des éditeurs qui sont engouffrés là-dedans. Et ça reste une dynamique très importante dans les classes moyennes et supérieures, avec le truc assez paradoxal, c'est que les gens très très diplômés, en gros les cadres, en fait, c'est pas des fans de jeux de société, ils le font vraiment avec les enfants, mais il faut le faire parce que ça fait partie de la bonne éducation. Et en fait, le boom aussi du jeu de société en famille, ça, l'enquête qu'on avait faite avec Nathalie Rocous, elle montrait bien aussi que le jeu de société a pris une valeur culturelle d'autant plus grande que c'est plus de l'écran.
Et donc, c'est de dire, ah, regardez, en fait, le jeu de société a gagné. On est presque prêt à faire jouer à un jeu très mauvais, en disant, moi, c'est pas du jeu vidéo. Donc, je caricature, mais il y a un peu cette dimension-là. Et donc, il y a une stratification sociale, il ne faut pas se leurrer là-dessus, que c'est une pratique de classe moyenne et supérieure, aussi bien en famille qu'entre adultes. Alors, là où peut-être tu les as évoqués un peu rapidement, mais sur ces questions de médiation, dans l'enquête qu'on avait faite en 2017, qui s'appelait donc Ludenquête, les pratiques de jeu, voilà, sur les pratiques de jeu de société, en fait, bien sûr qu'on travaille sur des tendances, que le monde social est plus compliqué que de juste des chiffres, etc. Il y avait un truc qui était marrant, et c'est toujours ce qu'on fait dans les enquêtes, c'est regarder les exceptions qui confirment la règle. C'est-à-dire que, on se rend compte que les enfants et les adultes des milieux populaires connaissent principalement le Monopoly, le Scrabble, puis les petits chevaux, et puis tout ça, les petits chevaux, les dames, voilà. Et ça fait partie de leur culture ludique. Et puis, ce qu'on voyait quand même, c'était des milieux populaires qui dérogeaient un peu qui avaient un écart à la moyenne très important. Et en fait, quand on regardait, c'était la première fois qu'on mesurait l'effet des ludothèques. Et donc, c'était un des trucs qu'il faudrait défendre d'ailleurs plus, c'est-à-dire que quand on voyait les gens qui déclaraient, qui étaient un peu difficiles, qui pouvaient dire, par exemple, le verger, typiquement, le verger, c'est un truc de classe moyenne et supérieure. Voilà. Et puis, tout d'un coup, vous voyez des gens qui vous déclarent, oui, j'ai joué au verger avec mes enfants. Et puis, toute une série de jeux comme ça, qui ne sont pas du tout des jeux du marché de masse. En fait, vous regardez, il y avait un effet ludothèque. C'est des gens qui fréquentaient les ludothèques. Et donc là, on se rend compte que dans cette réduction des inégalités de culture ludique, même si c'est pas très grave qu'il y ait des inégalités de culture ludique, mais on se rendait compte de la pertinence des ludos. C'est-à-dire que les ludos, tout d'un coup, par leur action, elles ouvraient, il y avait un effet de diversité plus grande qui était mesurable dans l'enquête. Voilà. Je suis ravie de le savoir. Je ne le savais pas, et du coup, c'est... Bon, après, c'est fait parce que les ludos, c'est pas non plus, elles sont pas, c'est à peu près entre 5 et 8% de la population qui vend ludo. Mais quand vous avez des gens de milieu populaire, vous voyez que tout d'un coup, oui, il y a un effet ludothèque dans leur culture ludique, quoi. C'est vrai que pour le coup, Partenay est un peu particulier de ce côté-là, dans le sens où on a tous un peu, en tout cas les partenaires ont grandi avec le flip, et c'est compliqué. Par exemple, tu pourrais pas faire d'enquête sociologique ici. Si. Oui, mais on ce serait pas le caractère local. Mais ce serait pas du tout représentatif, quoi, sur Partenay. En parlant un peu donc d'ouvrir le jeu au plus grand nombre, je voulais aussi parler peut-être de l'aspect intergénérationnel. Par exemple, en boutique, Antonin, comment est-ce que ça se passe quand quelqu'un, par exemple, vient dire, voilà, j'ai envie d'acheter un jeu à mon petit-fils ou à ma sœur. Comment est-ce que vous arrivez justement à pouvoir conseiller, et vers quoi plutôt vous allez, dans le sens où ce n'est pas la personne qui va jouer que vous avez en face? Alors, il y a eu beaucoup d'efforts faits par les éditeurs sur les jeux pour enfants. Ce n'est plus ils jouent, on l'a parlé tout à l'heure, c'est plus jeu éducatif, c'est plus le trait des couleurs, etc. Et nous, on a tendance à essayer en priorité de trouver un jeu qui est à la fois pour l'enfant mais ses parents. On demande toujours, est-ce qu'il y a un parent ou deux qui va jouer avec lui? Et on essaie de trouver des jeux qui sont intéressants pour les deux. Le verger, par exemple, est assez intéressant pour les deux, je trouve. Moi, je prends du plaisir à jouer au verger. Au bout de la 30e, j'avoue que voilà, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Croque-carotte, par exemple. Mais il y a... Et je pense que c'est... moi, dans ma façon de vendre personnellement, je pense que c'est hyper intéressant d'intégrer le grand frère, la grande sœur, le parent, ne pas laisser que les enfants ensemble. Parce que les enfants ensemble, surtout jeunes, ils vont jouer pas au jeu, ils vont jouer au jeu, mais comme un jouet. Voilà. Mais après, voilà, il y a des jeux surprenants. Il y a beaucoup de jeux qui sont intergénérationnels dans les jeux pour enfants. Il y a aussi la question se pose souvent, c'est pour ma maman qui peut avoir Alzheimer, qui peut avoir machin. Et on va avoir des jeux faciles, entre guillemets, parce qu'on sait que ça fait bosser ça. On n'a aucune formation pour le savoir, c'est juste on a des retours de clients, on a dans notre équipe on a des anciens aides-soignants, ou des gens qui ont eu le cas dans leur famille ou des choses comme ça et qui ont fait moi j'ai essayé ça et ça marche, et du coup voilà, on part sur ces jeux-là, on essaie d'avoir des retours et puis on a des nouveaux qui arrivent et puis on essaie d'imaginer toujours ce que ça peut donner. Ouais.
Donc on est vraiment sur un jouer ensemble, effectivement. Ah, toujours. Enfin, c'est le jeu de société. Oui, mais c'est quand même quelque chose on pousse vers l'intergénérationnel, vers l'échange, plus que le simple divertissement, en fait. Alors après, dans la recherche du besoin, tu peux toujours avoir quelqu'un qui dit « je veux occuper mes enfants ». Où je travaille, occuper mes enfants. Je suis en télétravail. Voilà. Et ben il y a plein de façons de le faire aussi. Il y a des jeux qui sont très bien pour les enfants, mais ça dépend de l'âge évidemment. Et on dit toujours à ce moment-là, tu veux les occuper, mais fais l'effort de faire 1 ou 2 parties avec eux. C'est toi qui les règles, etc. Et après voilà. Je prends l'exemple. Faut que j'arrête de citer que du Asmodée, mais l'exemple de Unlock Kids que j'ai joué en famille, qui est très bien. Mon fils, je suis étonné, déballe la boîte régulièrement et s'en fait une histoire et se refait les histoires en boucle. Et je l'ai pas fait avec mes Unlock. Voilà. Et quand je lui ai ramené le kit de démo, merci à la personne du public qui m'a donné ça. Il était ravi, il avait des étoiles dans les yeux et nouvelle enquête d'Unlock Kids. Voilà. Donc il y a en plus le jeu qui se transforme un peu en jouet derrière. Et qui devient un objet de la culture de cet enfant, en fait. Il y a des éditeurs qui sont en plus très très bons là-dedans, sur effectivement l'utilisation du jeu, des pièces de jeu comme jouets. Enfin, voilà, ils sont. Voilà, mais en général, ça fait partie aussi, je pense, du travail éditorial, en fait. Ouais, mais c'est plus sur du plus jeune âge. Souvent, le jeu joué, tu vois, il est sur le 4 ans et moins. Mais c'est vrai que sur le kit, c'est 6 ans plus. Et ouais, ça m'avait étonné. En tout cas, voilà, c'est l'expérience personnelle. Ça ne l'a pas fait sur d'autres jeux. Sur d'autres jeux, il est ravi de les sortir, mais il ne les ressort pas tout seul en train de se faire des parties dans son coin, quoi. Ça me fait penser effectivement aussi, donc en ludothèque, on a très souvent des gens qui viennent, ça peut être des parents et des enfants ou des grands-parents avec des enfants. Et donc nous, notre travail, ça va être aussi de les faire jouer ensemble, tout comme toi tu disais, que tu essayais de leur dire vous allez faire une partie ensemble. Parce que souvent on a les adultes qui arrivent en disant non mais trouvez-leur un jeu pour eux, moi je joue pas. Ah bon, vous jouez pas? On va voir. Viens goûter mon fromage. Oui, non, mais voilà, c'est ça, c'est ce petit côté. Tiens, on va voir si tu joues pas. Je vais te sortir un petit truc qui va te donner envie, parce que tu vas avoir envie de le toucher, parce que tu vas avoir. Ça, nous, on a des jeux comme ça qui, on sait qu'on les met au milieu. Alors, je prends l'exemple c'est un vieux jeu pour ceux qui connaissent pas. Voilà, je crois qu'il est encore édité. C'est Ricochet Robot. Et ça, pour moi, c'est génial parce qu'on dit, vous jouez, vous allez voir, il y a toujours un mec ronchon qui a pas envie de jouer, qui se met derrière. Et en fait, il regarde du coin de l'œil, à un moment, il rentre dans la partie parce qu'il se croit plus malin que les autres. Et c'est parti, quoi. Et il rentre dans la partie, il voit pas qu'il est en train de jouer. Et... C'est aussi des choses qui sont faites justement sur les festivals comme ça. Les animateurs ont cette petite chose aussi en disant non mais regardez. Puis oui, effectivement, à un moment, on voit les grands-parents, les parents, les tontons, les tatas qui font non mais tu devrais faire ça en fait. C'est ça. Faire rentrer les gens dans la partie pour voilà. Et effectivement la meilleure carotte finalement c'est faire croire qu'ils sont plus malins que les autres et du coup ils ont envie d'y aller, quoi. Et moi en tout cas ce que je garde vraiment de nos échanges, c'est ce côté de l'importance de jouer ensemble. Alors oui, effectivement, amener le jeu vers les publics qui en sont éloignés, mais toujours avec cette importance du jouer ensemble, de ne pas mettre des gens à l'extérieur en fait. Et je pense que c'est quelque chose effectivement qu'on a la chance de pouvoir voir à Parthenay sur un festival comme celui-ci, qu'on a la chance de pouvoir voir effectivement en boutique, en ludothèque, où voilà, toi quand tu vas pouvoir voir un peu, avoir les retours. Parce que là, du coup, pour l'instant, ce sont des prototypes que vous avez essayés, mais quand vous aurez les retours, vous allez pouvoir vraiment mesurer à quel point ça permet d'avancer justement dans cette thématique du jouer ensemble. Et donc, juste, voilà, je vais poser la dernière petite question qui était la grosse question. Je fais juste une remarque. Je t'en prie. Sur le jouer ensemble, les jeux solo, ça existe. Il y a plein de gens qui disent c'est pas du jeu de société. Alors, je te donne mon avis parce que j'aime bien donner mon avis. Les jeux solo, ça peut se jouer ensemble. On peut être à 5 à réfléchir à un jeu solo. C'est souvent des casse-têtes ou de l'adresse, mais franchement, voilà. Ne mettons pas de côté les jeux solo, c'est bien aussi. C'est vrai. Non, oui. Alors, oui, le jouer ensemble, effectivement. Mais voilà, se divertir ensemble, en fait. Donc, je ne sais plus où j'en étais. La dernière question. Merci. La dernière question, donc, très rapidement, pour vous, est-ce que tout le monde est potentiellement joueur ? La petite phrase qui... Vas-y.
Après, c'est très personnel, mais je pense que oui, à condition d'avoir le bon jeu en face de soi. Moi, j'ai déjà répondu la même chose. L'humain est joueur par défaut. On joue tous dans notre tête à un moment de notre vie, quoi. Donc du côté de du côté des moins enthousiastes. Non, c'est pas ça. C'est en fait, ce qui est compliqué, c'est que le jeu, c'est pas qu'une affaire de goût, quoi. C'est pas qu'une affaire de relation, de plaisir. C'est-à-dire que c'est des trajectoires sociales. Et donc, voilà, c'est une affaire de sociabilité, donc de jouer avec des copains, de la famille, etc. Mais c'est aussi un outil de distinction. C'est-à-dire que jouer à des jeux de société, ça nous distingue, qu'on le veuille ou non, d'autres. Donc jouer aux jeux de société aussi, c'est de se situer socialement dans un espace des pratiques culturelles. Donc bien sûr qu'il faut essayer d'ouvrir au maximum les pratiques culturelles, mais il y a quand même des logiques qui font que c'est... Enfin, moi j'ai fait des entretiens avec des gens... notamment, je parlais de l'enquête sur les familles, des familles vraiment ouvrières, etc., et qui vous disent, c'est pour les enfants. Moi, j'ai autre chose à faire que de jouer. On a encore ce Bien type sûr, et je trouve réponse. ça. Et je veux dire, il faut tout à fait respecter des gens qui ont aucun goût pour le jeu, parce que c'est pas leur culture, c'est pas leur histoire, c'est pas leur tradition. Le travail des ludos est assez formidable d'essayer d'éveiller. Mais non, je pense pas que tout le monde. Enfin, on est un peu joueur enfant, mais qu'après on soit pas joueur. À la limite, et de dire que c'est pas très grave si les gens jouent pas et qu'ils font autre chose, etc. Donc voilà, je serais un peu plus, bien sûr, à titre personnel, j'adore jouer, c'est pas la question. Mais il y a des effets. En fait, c'est les mêmes problèmes que la lecture. C'est le même problème que d'autres pratiques culturelles. C'est-à-dire que vous pouvez, il y a des familles où on lit peu et puis ça se transmet pas. Et puis, est-ce que c'est si grave que ça ? Parce que du coup, au bout d'un moment, il y a une espèce de truc en se disant il faut que tout le monde fasse de tout. Et donc voilà, donc le jeu, il est très lié quand même à des histoires familiales, et donc il y a des effets de reproduction qui font que il y a des gens qui jouent peu, et puis ça, il faut qu'après la question du goût, elle vienne vraiment du plaisir et pas d'une injonction à jouer, quoi. Parce que là, c'est le truc. On voit bien que des fois, il y a une tentation d'une injonction à jouer. On le voit très fortement dans le moment de la gamification. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est-à-dire tous ces trucs. On met des gens, allez, vous allez jouer, et puis voilà, donc c'est très délicat. En plus, ce qui tient le jeu, c'est effectivement l'adhésion, la gratuité du truc, quoi. Donc voilà, ce sera ma seule contribution un peu désespérante. Non, mais du coup, c'est bien parce qu'en fait, Voilà. on voit qu'il y a la réalité et il y a les gens qui travaillent déjà dedans. Là-dessus, on peut partir sur des débats très philosophiques. Qu'est-ce qu'un Non, jeu Ce que j'entends, c'est tout à fait. Les ludos font ça. Je veux dire, j'ai travaillé en ludo aussi. C'est de dire, c'est comme les gens qui se battent pour la lecture chez les enfants, et c'est tout à fait louable, quoi. Mais il y a un moment, il faut accepter que non, en fait, les gens veulent pas. Et puis tant pis, c'est pas. Que les gens n'aient pas envie de jouer et qu'ils n'aient pas de goût pour ça, c'est pas forcément grave, mais est-ce que tout le monde n'est pas potentiellement joueur pour autant ? Certains n'iront sans doute jamais, et tant pis. Mais finalement, est-ce qu'on peut pas... Tu compares le jeu de société au fromage, je me permets de... Merci Nicolas. Moi, de mon côté, c'est plutôt un peu le cinéma, c'est-à-dire que finalement... Est-ce qu'on peut dire j'aime pas le jeu comme on peut dire j'aime pas les films ? En fait, ça dépend forcément, et des fois, on n'a juste pas rencontré ce qui nous plaît, et si ça nous arrive jamais, tant pis en fait. Mais... Et peut-être qu'on l'a rencontré quand on était enfant et que ça nous a suffi. Ou qu'on est passé à côté, parce que c'était pas le bon moment. Écoutez, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. En tout cas, moi, du coup, j'aimerais bien voir si dans la salle, il y a des gens qui ont des questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une petite question sur ce que la sociologie disait sur le jeu qui est un petit peu compliqué parce que c'est affaire de classe, effectivement, de budget, ce genre de choses. Et vous le compariez à la lecture. Mais est-ce que c'est pas une question que c'est parce que le jeu, c'est une pratique qui est finalement récente pour les Français ? Parce que là, par exemple, ce qui s'est passé très récemment avec la lecture, il y a eu l'effet confinement, évidemment. Mais on a vu qu'avec le Pass Culture, par exemple, qui a vraiment fait acheter full manga à plein de publics, plein d'adolescents, y compris quand même sociologiquement aussi des publics éloignés de la lecture. Et finalement, ça a été une porte d'entrée, en plus par le manga qui était plutôt dévalorisé
dans le système culturel actuel. Et du coup, finalement, est-ce que c'est pas juste une question de temps pour le jeu de société et que finalement, il y a un moment où peut-être aussi que ce sera tellement dans, je sais pas, 30, 40 ans, ce sera tellement acté dans les familles et par ce type d'événement qui va prendre de l'ampleur, des ludothèques qui prendront de l'ampleur, et que, je sais pas, dans 40 ans, le pass culture, ce sera plus pour les mangas, mais ce sera pour les jeux de société, quoi. Oui, J'espère oui. avant. Oui, non, c'est une bonne, c'est tout à fait possible. Après, je fais pas de prédiction et je pouvais sembler un peu pessimiste et c'était pas du tout de dire c'est pas grave que les gens jouent pas. Hein. C'était plutôt de dire en fait les choses se déplacent. C'est-à-dire que par exemple, en fait, dans les enquêtes qu'on a les plus anciennes, si on prend les années 60 par exemple, on regardait. Moi, j'ai travaillé sur les enquêtes. C'était les enquêtes de l'INSEE qui s'appelaient les enquêtes emploi du temps. C'était des enquêtes où on demandait aux gens de remplir 1, 2, voire parfois 3 jours, une journée type, quoi. Voilà. Et l'INSEE a fait ces enquêtes-là régulièrement. Moi, je les ai toutes reprises pour essayer de trouver la place du jeu. Et en fait, les années 60, si vous regardez ce qu'on trouve derrière jeux de société, c'est que des milieux populaires. C'est-à-dire que l'essentiel de la pratique du jeu de société, c'est les milieux ouvriers, c'est les artisans, et c'est énormément de belote, de tarot, etc. Et donc, ce qui est compliqué par rapport à ce que vous dites, c'est qu'effectivement les choses bougent. C'est-à-dire que quand le jeu de société dit moderne apparaît dans les années 80, en fait c'est le même moment où les pratiques populaires de jeu disparaissent, voilà, et s'atténuent. Avec ce truc très paradoxal, c'est-à-dire à partir des enquêtes qu'on peut avoir, il y avait une forme populaire du jeu qui était le jeu de cartes dans les cafés. C'est la scène de Marius en fait, du film de Pagnol, la trilogie de Pagnol. C'est pas un mythe, hein, c'est-à-dire que c'était les milieux populaires jouaient aux cartes dans les cafés, etc. Et c'était dominant. Et ce truc-là a complètement disparu, lié à l'apparition de la télévision. En fait, les pratiques se sont déplacées, liées aussi à l'effondrement de la classe ouvrière dans les années 80, où du coup, il n'y a plus de sociabilité comme avant, etc. On n'a plus les mêmes copains avec qui on pouvait jouer en sortant de l'usine. Voilà. Donc les choses se sont déplacées avec le paradoxe que les cafés-jeux reviennent aujourd'hui, mais c'est que des classes sup, enfin pas des classes sup, mais des classes moyennes et des cadres qui vont dans les cafés-jeux à Paris, quoi. Donc vous avez une même forme sociale de jeu qui s'est complètement inversée en l'espace de 40-50 ans, quoi. Donc sur votre remarque, que les choses puissent se déplacer complètement, mais ce qu'il faut voir, c'est que en fait, les milieux populaires ont des pratiques de jeu, mais qui ne sont pas celles du jeu de société. Et j'ai beaucoup travaillé sur le jeu vidéo, par exemple. Le jeu vidéo, c'est une vraie pratique de masse, au sens où tous les milieux sociaux ou presque jouent aux jeux de société. Par contre, quand vous commencez à regarder aux jeux vidéo, pardon, mais quand vous commencez à regarder les titres, vous voyez que c'est pas du tout les mêmes titres. Vous allez avoir les jeux de stratégie, plutôt, certains types de jeux, FIFA qui va être les jeux de course, genre Need for Speed ou Asphalt, qui vont être très implantés dans les milieux populaires. Donc, la difficulté sur le jeu de société, en tout cas, c'est que c'est une pratique importante, mais c'est pas une pratique de masse où vous avez une stratification par titre. Là, c'est plutôt une stratification par le fait de jouer ou pas jouer. Donc sur votre remarque, c'est de dire ça peut tout à fait se déplacer avec le travail des ludothèques, avec le travail des boutiques, etc. Mais là, en l'occurrence, l'état qu'on fait des pratiques de jeu, elle est comme ça, quoi. Voilà. Elle est plutôt... Les écoles aussi, hein, on n'a pas évoqué, mais les écoles peuvent possiblement aussi, en s'ouvrant de plus en plus aux jeux de société, réduire ces inégalités-là, quoi. Est-ce que si ça se trouve, le jeu disparaîtra dans quelques années? Tu penses que le jeu disparaîtrait, c'est ça? S'il disparaissait, je sais pas comment. Moi, je serai au chômage. Beaucoup de gens. On serait tous au chômage, c'est nul. Il n'y aurait plus de flip, c'est pas possible. Alors, c'est pas impossible, mais ce serait peu probable, parce que quand même, moi je travaille beaucoup sur les pratiques d'aujourd'hui, je travaille sur les pratiques des enfants notamment, ce à quoi ils jouent. Les enfants ne sont pas prêts à lâcher le jeu, ça, c'est clair. Je précise qu'effectivement, c'est un petit garçon de 8 ans qui a posé la question, pour les gens qui nous regardent. Par contre, vous avez toute une tradition d'historiens du jeu, ce qu'on appelle plutôt les board game studies, mais pas que d'ailleurs, hein. Et plutôt, ce que les historiens montrent, c'est que en fait, assez tôt, on trouve des traces de jeu. Donc ça ne veut pas dire que l'homme est joueur de tout temps, comme commencent souvent les dissertations de mes étudiants, l'homme de tout temps a toujours joué, etc. Non, mais par contre, on a des traces de jeu depuis au moins le 3e millénaire.
avant l'ère commune, enfin avant Jésus-Christ, on peut dire avant l'ère commune. Et donc, c'est peu probable. Ça semble quand même très attaché à l'histoire de l'humanité. Oui. Et puis il y a toute la question de la transmission qui est importante, c'est-à-dire que toi, si tu joues, c'est très probablement parce que tes parents, ta maman, ton papa t'ont fait jouer. Et peut-être que toi, si un jour tu as des enfants, tu auras aussi envie de jouer avec eux. Et donc c'est comme ça que ça se transmet et que si on a de la chance, ça ne disparaîtra pas. Je crois qu'il y avait une question derrière. Oui, donc je suis Antonin Mérieux, un coordinateur de l'Association des ludothèques françaises. Je te remercie Vincent d'avoir mis en avant l'action des ludothèques. C'était pour répondre à la question, est-ce que le jeu peut disparaître ? Je ne sais pas s'il va disparaître, mais pour les enfants, il y a une réduction quand même. Alors, qu'est-ce qu'on appelle jeu ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis les dernières décennies, il y a une réduction du temps d'activité libre des enfants. Ce qui est corrélé avec une suspicion de causalité sur le développement de certains troubles, des troubles du comportement, des troubles de l'attention, des angoisses de performance. Donc ça peut être un problème quand même, et il y a des pays où les enfants ont très peu de temps de jeu. Je vois à tel point que en fait, l'UNICEF a fait des campagnes au Japon, en Corée du Sud évidemment, pour inciter les parents à laisser jouer les enfants, parce qu'on était toujours dans une culture de la performance, de développer ses capacités toujours plus, et donc avec une réduction de ce temps d'activité. Donc ça, faut pas l'oublier non plus. Après, à contrario, on voit que le jeu de société arrive de plus en plus dans les écoles, donc on peut espérer que ça contribue à faire connaître le jeu et à faire jouer les enfants. Mais effectivement, oui, c'est important, sachant en plus que on voit aussi l'augmentation des temps de cours après les cours et de cours de soutien, etc., qui toujours dans cette idée de performance qui effectivement réduisent le temps de jeu, alors que pour autant le développement de l'enfant passe par le jeu également, donc il faut faire attention. Effectivement, ça se développe dans les écoles, mais il faut voir aussi de quelle manière. C'est-à-dire que si ça apparaît sous la forme d'une activité dirigée, donc qui reprend la forme de l'exercice, ça n'aura pas tous les bénéfices justement d'un temps d'activité spontanée où on doit se creuser la tête pour savoir ce qu'on a envie de faire déjà, puis ensuite comment on le fait. On n'est plus dans le jeu libre en fait. Ce qui est prôné en fait avant tout dans les ludothèques en tout cas. Voilà, je pense que tu peux en parler encore mieux que moi, mais effectivement, voilà, ce jeu libre qui laisse la possibilité à n'importe qui de jouer avec ce qu'il veut. C'est-à-dire par exemple que tout à l'heure même on parlait, je reviens sur quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, mais quelqu'un qui va arriver en ludothèque avec l'idée de moi je connais le Monopoly. On ne va pas rejeter cette idée-là. D'ailleurs, dans les ludothèques, très souvent, la plupart du temps, on les a, ces classiques. Parce que c'est aussi ces classiques-là que les gens reconnaissent, vers lesquels ils vont aller plus facilement. Et effectivement, si on va pouvoir leur proposer, voilà, qu'est-ce que vous aimez dans le Monopoly, qu'est-ce qu'on peut vous proposer aussi qui ressemble ou qui justement change un petit peu. Mais voilà, c'est cette question-là aussi du jeu pour tous et du jeu libre. Chacun peut jouer à ce qu'il veut en fait. Et le plus important en fait, et là ça revient aussi par rapport à la thématique de la soirée, c'est que chacun puisse trouver ce dont il a besoin et ce qu'il cherche. Et là, on est effectivement sur ce travail donc d'accessibilité. On est aussi sur ce travail des ludicaires et des ludothécaires, d'avoir suffisamment de connaissances, de bagages pour pouvoir proposer effectivement un jeu qui correspond à chacun, à condition qu'il veuille jouer. On est d'accord ? Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter d'un point de vue ludothécaire, parce que du coup, ta présence est particulièrement intéressante. Merci. Mais non, alors par contre, j'avais une question, parce que, enfin peut-être plutôt à Vincent, parce qu'on est quand même, dans tout ce dont on parle, là, on est assez auto-centré. C'est-à-dire que quand on parle du jeu, on parle du jeu de société, et quand on parle du jeu de société, on parle du jeu de société moderne. J'ai fait toutes les précautions pour dire attention, on est... Ouais. Mais justement, est-ce qu'il y a des études, des recherches qui se font pour aller voir ce qui se passe du côté des autres formes de jeu Alors moi, ça m'a
m'arrive de passer devant des cafés où je vois tout le monde qui joue au domino ou aux cartes, et je me dis, là, il y a quelque chose qui existe. Il y a encore des cafés comme ça? Oui, mais je pense qu'on les repère justement pas forcément de notre point de vue à nous, parce qu'on est tous de plus ou moins de classe moyenne, enfin, ce que décrivait Vincent. Et donc, il y a des pratiques qui nous échappent. Et quand on parle de l'histoire du jeu, par exemple, donc on évoque effectivement le boom du jeu de société et du jeu de rôle dans les années 80. Mais il y a aussi eu avant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout le développement des jeux collectifs d'extérieur, dans le cadre des mouvements d'éducation populaire, etc., qui existent encore, qui ont inspiré une partie des jeux de société. Vous en parliez à propos des loups-garous de Time's Up, c'est de là que ça vient. Mais voilà, en tout cas, il y a d'autres cultures ludiques qui existent. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites dessus ? Non, alors moi ce que j'avais regardé quand même, j'avais essayé de regarder dans le dernier travail que j'ai fait là, qui était la culture et les pratiques ludiques des Français à partir des enquêtes de l'INSEE, d'essayer de trouver donc tous les domaines de la culture ludique, c'est-à-dire d'avoir les jeux traditionnels, les dominos, on les a pas évoqués, mais effectivement les parties de dominos, voilà, les parties de cartes, les parties de jeux de société, et j'avais regardé les jeux extérieurs, puisque l'INSEE dans ses enquêtes avait un truc qui s'appelait jeux extérieurs. Alors, ce que tu vois, c'est que cette tradition-là, en fait, tu fais référence à tout mouvement, on va dire, inspiré par du Mazier, par les travaux du Mazier, c'est-à-dire toute cette éducation populaire par le jeu, qui a donné, les CMA, toute cette culture liée au CMA, au Franca, etc. Alors, quand même, dans les enquêtes de l'INSEE, tu vois que tous les secteurs du jeu augmentent. Donc le plus rapide, c'est le jeu vidéo. C'est-à-dire dès qu'il apparaît, il est en deux temps. Le jeu vidéo, il apparaît début 80, mais c'est très léger. Et puis en fait, il explose au milieu des années 90, où là, il devient hégémonique chez les adolescents. Et puis il devient dominant sur l'ensemble des autres pratiques de jeu, devant le jeu de société, devant... Alors effectivement, tu as un domaine qui baisse un peu, c'est les jeux à l'extérieur. Et le fait que ce que tu disais, c'est que les enfants jouent de moins en moins à l'extérieur, mais c'est un paradoxe, parce qu'on peut dire c'est la faute du jeu vidéo, ce qui n'est pas complètement faux. Mais on peut dire aussi qu'il y a d'autres travaux qui montrent que le temps de contrôle, ou que les parents laissent moins sortir les enfants. Et donc le jeu vidéo a beau jeu, effectivement, bien sûr, qui capte les enfants. Et c'est une machine à capter l'attention. Mais elle capte d'autant plus l'attention que les enfants, qu'il n'est pas en concurrence avec aller sortir dehors. Et ça, il y a quand même pas mal de travaux qui montrent que les temps de surveillance des enfants, les temps de loisirs extérieurs des enfants ont largement diminué sous l'effet, pour des bonnes raisons, je ne reproche pas aux parents, mais qui laissent moins sortir les enfants, puis c'est lié aussi aux modes urbains et tout ça. Donc pour répondre à ta question, oui, tu vois tout progresser, il y a un truc qui stagne et qui baisse, c'est plutôt ça en fait. Voilà. Une dernière question? Ou une autre question? Bonsoir. Je voulais revenir sur l'accessibilité. Et je me demandais si, dans un avenir plus ou moins proche, on peut envisager peut-être une sorte de partenariat entre les distributeurs de jeux et puis les intervenants dans les secteurs de soins. Parce que c'est vrai que nous, on a vu dans la conférence cette partie où vous avez développé. Et puis c'est vrai que travaillant en établissement de santé, on a aussi, on essaye de créer des outils d'éducation pour les patients, pour faire passer, soit en IME ou en EHPAD, effectivement, parce que c'est juste primordial et utile, mais même dans un centre de réadaptation, par exemple, où, alors moi je suis diététicienne, donc j'ai des messages à faire passer, et le jeu, c'est toujours la façon la plus simple et la plus agréable et finalement la plus impactante à utiliser. Donc c'est vrai que nous aussi, on a parfois tendance à essayer de créer des outils, voire créer des jeux. Alors voilà, est-ce que potentiellement c'est une hypothèse de se dire il y aurait un partenariat à faire entre là peut-être quelque chose qui a été créé sur le terrain et qui serait développé avec votre aide, quoi. Oui, tout à fait. C'est la volonté clairement de notre studio Access Plus. Aujourd'hui, on a impulser ça en fait quand on a cherché ce qui existait sur le marché. Évidemment, ça a été comme toute entreprise qui veut se lancer sur un nouveau marché, on a cherché ce qui existait, on n'a pas trouvé grand chose. Alors
sur le trouble cognitif au global. Je ne remets pas du tout en cause ni Accessible Jeux, ni toutes ces associations, tous ces éditeurs qui font beaucoup et c'est très important. On n'a pas trouvé grand-chose, donc en fait, on s'est lancé. Et puis l'idée, c'est après, pour nous, d'avoir les retours des praticiens, des soignants, des proches, des aidants, de tout le monde, pour voir comment on construit ensuite la gamme vraiment en partenariat avec tout le monde. Et puis aujourd'hui, déjà, on travaille avec des experts du secteur de la santé, et donc, bien entendu. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ? Non, pas de questions en particulier. Du coup, s'il n'y en a pas d'autres dans la salle, moi, je vais vous remercier tous d'être venus ce soir. Je vais remercier les intervenants qui étaient présents sur ces magnifiques fauteuils rouges, les fameux fauteuils rouges du Flip. Merci Vincent, merci Sarah, merci Antonin. Moi, je vous souhaite à tous un très bon festival. Il y a encore une bonne grosse semaine de festival, donc j'espère que vous pourrez tous en profiter. Si vous nous regardez sur Facebook et que vous n'êtes jamais venus au Flip, venez, c'est vraiment génial. Merci à tous et bonne fin de soirée.